Bonjour les choupis, me revoilà aujourd'hui pour vous parler d'un sujet plus sérieux. Je vous avais parlé lors de ma petite vidéo de présentation que j'avais perdu 2 enfants. Donc là, je vais vous parler de mon histoire. Pour commencer, c'était en juin 2000. Pour vous remettre dans le contexte, j'étais mariée, 3 enfants. Une petite fille de 8 ans, un petit garçon de 4 ans et un autre petit garçon de 2 ans et 8 mois. Mes 2 derniers avaient donc 1 an d'écart. Voilà, donc au mois de juin 2000, nous sommes allés dans le Loiret pour fêter les 50 ans de ma maman. C'était l'année de mes 30 ans, ma mère et moi on a 20 ans d'écart. Et donc du coup, nous allons donc dans le Loiret fêter les 50 ans de ma maman qui est née le 24 juin. Le 24 juin au soir, tout se passe très bien. Nous étions au restaurant, très belle soirée, tout s'est très bien passé. Le lendemain, le 25 juin 2000, nous étions chez ma maman pour fêter également encore l'anniversaire avec un comité plus restreint et en toute intimité, toute simplicité. Nous étions dans l'après-midi, en début d'après-midi, mon 3e enfant, donc James. Je ne dirai pas les prénoms de mes autres enfants, car voilà, je leur ai pas demandé l'autorisation, donc je vais m'abstenir. Donc mon fils James était à la sieste car il faisait encore un petit peu de sieste à cet âge-là. Et il était à l'étage, les chambres étaient à l'étage. Donc il était dans un lit pliant, un lit de bébé, un lit parc, comme on appelle ça, à l'étage, en train de dormir. En début d'après-midi, donc on entendait un petit peu de bruit à l'étage, donc j'ai compris qu'il avait fini de faire sa sieste. J'ai dit à mon mari... va chercher James, va chercher Titi, il a fini sa sieste. Et du coup, il va à l'étage et redescend avec lui. Il était en body, en couche. Et il est resté quelques instants à côté de moi avec lui. Et puis je lui ai dit, écoute, monte le changer, l'habiller. Parce que bon, voilà, il sera quand même mieux avec tout le monde pour qu'il puisse aller jouer dehors avec les autres. Du coup, il est monté, le changer, et d'un seul coup, mon mari est descendu en catastrophe avec le petit dans les bras. Le petit avait perdu connaissance, il avait convulsé. Et il m'a dit, j'ai essayé de le changer, il a fait pipi sur lui, je comprends pas ce qui se passe, en panique. Et là, et je le prends dans les bras et je vois bien que il est en vie, mais il a perdu connaissance. Il est dans les vapes, quoi, en fait. Hein. Donc, je ne sais plus qui, parce qu'il y avait du monde à la maison, je ne sais plus qui appelait le SAMU. Et voilà, ça s'est passé très très vite. Le SAMU est arrivé, on ne comprenait pas ce qui se passait, ils ont pris ses constances. Il était toujours dans mes bras et voilà, il avait les mâchoires serrées, les yeux fermés et on ne comprenait pas. Les médecins du SAMU nous posaient des questions, ce qu'il avait mangé, ce qui s'était passé. On comprenait vraiment pas ce qui se passait, ni pourquoi. Il n'avait pas de fièvre. C'était incompréhensible. On ne savait vraiment pas. Et voyant que il n'était pas bien, qu'il peinait, que apparemment son cœur peinait, ils l'ont emmené dans l'ambulance du SAMU pour être aussi plus tranquille parce qu'il y avait vraiment du monde. Et puis que c'était très stressant pour nous, mais pour eux également, pour pouvoir s'occuper de lui. Donc ils l'emmènent dans l'ambulance et pendant ce temps-là, un autre médecin était avec nous et nous aidait à comprendre ce qui se passait. Et on est monté, je ne sais plus qui est monté à l'étage, à regarder un petit peu aux alentours et on s'est rendu compte qu'en fait, il avait dû enjamber son lit pliant. Et qu'il avait fait un petit peu la découverte de la chambre de ma mère et qu'il avait trouvé des médicaments. Ma mère avait un lourd traitement pour le cœur et on avait vu, ils ont retrouvé plein de médicaments d'effet de l'opercule et par déduction, on a compris qu'il avait avalé des médicaments. C'est des tout petits comprimés blancs
qui s'appelle Flécaïne. C'est un médicament très fort pour le cœur, pour éviter la tachycardie. Et du coup, à partir de là, on a expliqué au médecin que on supposait que, au vu de ce qu'on avait retrouvé, son état était dû à sa prise de médicaments. Alors on ne savait pas si on avait pris un, deux, plus. Les médecins étaient surpris car ils me disaient que c'est quand même un médicament amer, mais bon, c'était un petit enfant curieux et très gourmand, donc je pense qu'il a été victime de sa gourmandise et de sa curiosité. Et du coup, là, à partir de là, bon, bah, ils ont compris que c'était une prise de médicaments pour le cœur. Ils ont compris également, ben, du coup, les symptômes, son état. Ça justifiait cet état. L'ambiance était pesante, angoissante. On était là, tout était figé. Le temps était figé, en fait. Et à partir de ce moment-là, d'un simple pseudo-malaise, c'est devenu beaucoup plus important et on se doutait bien que c'était voilà, important. On n'avait pas la notion de la gravité vraiment, mais on comprenait que c'était important. Au bout de quelques instants, après vous dire si c'est une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, honnêtement je ne me rappelle plus car le temps était vraiment figé. Et ils sont sortis de l'ambulance et le médecin nous a pris à part, moi et mon mari, pour nous dire que c'était grave, que déjà il avait fait 2 arrêts cardiaques dans l'ambulance, que ils allaient l'emmener à l'hôpital d'Orléans-la-Source, qu'il allait être pris en charge, qu'ils allaient le stabiliser et qu'en plus après ils allaient l'emmener par hélicoptère à Tours. Là où il serait pris en charge parce qu'ils avaient un service dédié à ça. Donc ils nous ont dit ne nous suivez pas, étant donné qu'on pense que de toute façon il ne restera pas à l'hôpital d'Orléans-la-Source, il sera transféré. Donc restez là, attendez notre appel et on vous dira ce qu'il en est. Donc là, bon, on était confiants, inquiets, mais confiants. Et quand ils ont commencé à préparer, démarrer l'ambulance, ils sont sortis. Là, un des médecins a appelé la police pour demander à ce qu'il leur ouvre la voie pour aller le plus rapidement possible à l'hôpital d'Orléans-la-Source. Là, quand j'ai vu arriver la police pour escorter l'ambulance, ça y est, j'avais réalisé que c'était pas de la rigolade et que là, on entrait dans quelque chose de pas bon du tout. Ils sont partis et à partir de là, plusieurs personnes sont parties de chez ma mère, nous ont laissés pour être tranquilles et nous, on attendait, tout était figé, le temps était suspendu, je sais plus, les minutes, les heures, tout était... je sais même plus dans quel monde on était en fait. Et après d'interminables minutes d'attente, alors c'était il y a 21 ans cette année, donc je ne sais plus si c'était 1 heure, 2 heures, je ne sais plus. Une dame nous a appelés, c'est moi qui ai eu l'appel, elle m'a dit... voilà, votre fils est toujours à Orléans-la-Source. On vous attend. Venez, prenez votre temps, on vous attend. J'ai raccroché et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils étaient dans l'idée de le stabiliser, de l'emmener à Tours. Et là, maintenant, ils nous disent, prenez votre temps, on vous attend. Il est toujours à Orléans-la-Source. Voilà, je savais et en même temps je voulais pas y croire et pas savoir. Voilà, j'étais comme ça. Là, mon frère et ma belle-sœur nous ont emmenés à une vitesse éclair. Mon frère a jamais conduit aussi vite ce jour-là.
Nous sommes arrivés donc au centre hospitalier d'Orléans-la-Source et là, à l'accueil, nous nous sommes présentés. Et là, une personne nous a dit de la suivre et on est rentré dans une pièce. On était tous les quatre, mon mari, moi, mon frère et ma belle-sœur. On attendait dans cette pièce. On nous a dit les médecins vont venir. Et là, le palpitant, le stress montait. Et les médecins sont arrivés, je pense qu'ils étaient au moins 2, 3, je ne me rappelle plus. Et là, j'ai bien vu à leur regard que quelque chose de terrible était arrivé. Ils nous ont expliqué qu'il avait fait 8 arrêts cardiaques et que le dernier, le cœur ne voulait plus redémarrer, qu'il a été impossible pour eux de faire quoi que ce soit, que son cœur n'avait pas tenu et qu'il n'était plus. À partir de là, on nous a accompagnés dans une pièce où James était là, tout nu, sur un brancard, emballé dans un drap, mort. C'était brutal. J'avais pas imaginé vivre ça dans ma vie. Et ce petit être qui était là, tout nu, dans un drap sur un brancard, qui s'en était allé tout seul, sans nous. Je lui avais pas tenu la main, je lui avais pas dit au revoir. On nous avait pas laissé le voir avant qu'il parte en ambulance. Nous, on avait fait confiance, on pensait que on allait le revoir, qu'il fallait les laisser faire leur travail au mieux et que ça allait s'arranger. J'avais pas réalisé que, à partir du moment où on me l'avait pris dans les bras chez ma maman pour le mettre dans l'ambulance, je ne le reverrai plus vivant. Ça a été vraiment douloureux. J'ai pas pu pleurer pendant plusieurs jours. Je n'avais plus envie de parler. On a eu des visites chez ma mère, des gens qui voulaient bien faire, qui voulaient montrer qu'ils étaient là, qui comprenaient, mais moi, j'étais plus là. Une partie de moi n'était plus là. J'étais morte de l'intérieur. Une partie de mon cœur s'en était allée avec lui. Je survolais tous ces jours, il fallait se lever parce qu'il fallait se lever, il fallait s'habiller, il fallait faire des choses, mais j'étais plus là. J'étais un robot en fait. On est allé le voir tous les jours au funérarium jusqu'à son enterrement. Le lendemain de son décès, nous sommes allés en Mayenne, puisque nous habitions à 200 km du Loiret, pour récupérer le livret de famille et faire les démarches administratives. Nous sommes retournés dans le Loiret. On a préparé l'enterrement, car je souhaitais qu'il soit enterré dans le Loiret. N'étant pas originaire de la Mayenne, je pensais que peut-être qu'un jour, si on devait retourner dans le Loiret ou autre, comme j'avais de la famille là-bas, c'était plus judicieux de le laisser là-bas. On a donc fait les préparatifs de son enterrement, choisir le cercueil, préparer l'enterrement avec un prêtre, n'étant pas croyante plus que ça, mais baptisée catholique. Mes enfants n'étant pas baptisés, j'ai demandé à ce qu'ils soient baptisés avant son enterrement. C'est vrai que dans des moments comme ça, on est tellement perdu sous le choc qu'on veut tellement bien faire et que mon éducation finalement a repris le dessus, mon éducation catholique on va dire. J'ai eu envie qu'il soit baptisé. Et donc, il a donc été baptisé avant la mise en pierre. Mon frère et ma belle-sœur lui ont acheté une chaîne avec une médaille et on l'a baptisé. On lui a dit au revoir dans cette petite pièce et il y avait quelques personnes de la famille
Et ensuite, ils ont fermé le cercueil et mis les scellés. Il a donc été enterré à l'église de Huisseau-sur-Mauve, dans le Loiret. On avait choisi donc des jolies musiques. Il y avait beaucoup de monde. Tout ça s'est déroulé très très vite et dans un brouillard complet. Plein de détails, moi j'ai oublié. Parce que j'étais pas vraiment là en fait. Non, j'étais pas là. Je me souviens même pas comment on a annoncé à son petit frère et petite sœur comment il est décédé. Je me souviens même plus de leur réaction à l'instant T. C'est quelque chose de bizarre. Est-ce que j'ai occulté? Est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Je pense que ma tête n'était pas vraiment présente à ce moment-là. Tous ces jours sont passés très vite et voilà. Quand tout a été terminé, nous sommes retournés chez nous dans notre maison en Mayenne et la réalité est revenue de plein fouet. Je retrouvais ma maison, je retrouvais les affaires de James. Je devais faire pas mal de papiers administratifs. Il a fallu déjà financièrement que je fasse le point. J'étais en congé parental pour James. Il avait donc 8 mois, j'avais encore quelques mois pour voir un petit peu ce que j'allais faire par la suite. Mais là, du coup, le congé parental s'arrêtant, j'allais perdre cette prestation. Les allocations familiales pour 3 enfants allaient passer à 2. L'APL, on en avait pas mal, mais on allait se retrouver avec quasiment plus d'APL. Mon mari à l'époque était militaire, il avait des prestations militaires pour les enfants. On allait perdre une part pour James. Le supplément familial de solde pour les fonctionnaires, 3 enfants c'est une certaine somme, 2 c'en est une autre. On perdait également. J'allais me retrouver en tout et pour tout avec 800 € de ressources en moins. Mon chagrin et des frais d'obsèques aussi à payer. Car quand j'ai appelé la sécurité sociale pour leur demander comment ça se passait, ils m'ont dit, ben voilà, malheureusement, il y a une aide, un forfait versé pour l'assuré quand il décède, mais vous ne touchez rien quand c'est pour vos enfants. Donc là, vous vous prenez le choc en pleine face et vous vous dites, ok. Alors, ben, moi, je ne savais pas, je ne savais pas comment ça se passait dans ces situations-là. Par contre, la mutuelle, quand vous avez une bonne mutuelle, donne une prime pour le décès. Donc, je me suis retrouvée dans une situation, pour ne pas dire catastrophique. Le chagrin, la perte financière et une dette aussi. Mon papa à l'époque m'a aidé un peu. Ensuite, on a eu des dons. Des dons de l'école où était inscrit James, car il était déjà à l'école. Et par l'armée également. L'armée nous a beaucoup aidés. On a fait comme on a pu et voyant que financièrement ça allait être catastrophique. Début juillet, j'ai dit il n'y a pas. J'ai mis mon chagrin de côté, ma peine, et j'ai retroussé mes manches et je me suis dit voilà, je vais demander ma mutation puisque j'étais agent hospitalier, je travaillais à l'hôpital d'Orléans. Mais j'étais en disponibilité, n'étant plus dans le même département, il n'était pas question que je retourne travailler dans le Loiret. J'ai donc demandé ma mutation en Mayenne, ça peut être très long. Donc en attendant, j'ai fait donc une demande de mutation et
disponibilité. J'ai transformé mon congé parental en disponibilité. Et en attendant une éventuelle mutation, j'ai donc décidé d'aller travailler et de faire ce que je trouverais. J'ai refait mon CV comme j'ai pu, avec un trou au milieu, vu que ça faisait plus de 3 ans que j'avais pas travaillé. Et du coup, j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé dans les abattoirs de poulet, j'ai travaillé dans l'électronique. J'ai trouvé après une place dans l'électronique. Je travaillais pour une boîte d'intérim et je travaillais le samedi, le dimanche. Le dimanche comptant double. Je travaillais 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, payé double le dimanche. Donc ça faisait un équivalent d'un temps plein. Et du lundi au vendredi, je ne travaillais pas. C'était un bon compromis pour moi et les enfants. J'allais changer au minimum, vraiment changer pas grand chose dans leur fonctionnement de la semaine. C'est-à-dire que ça me permettait de les emmener à l'école, de les récupérer le midi pour qu'ils mangent à la maison et d'être là le soir avec eux. Et mon mari prenait le relais à partir du samedi jusqu'au dimanche soir. Et financièrement, ça allait nous aider à passer le cap. C'était la meilleure solution que j'avais trouvée. J'ai pu le faire grâce à quoi, je ne sais pas. L'instinct de survie, l'envie de faire au mieux pour les 2 petits qui restaient. Ils étaient déjà suffisamment malheureux. La vie leur imposait quelque chose de tellement dramatique que je ne voulais pas que leur vie change matériellement. Donc j'ai fait ça pour qu'ils ne manquent de rien. C'est vrai que malheureusement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le sens où j'ai fait de mon mieux avec les enfants, je tenais ma maison, j'étais là pour leur faire à manger, ils étaient propres sur eux, rien ne manquait. Mais c'est vrai que j'achetais beaucoup de choses, je voulais tellement compenser cette peine, cette perte, que j'ai beaucoup dépensé à tort et à travers et je nous ai mis dans une situation financière pas toujours agréable à cause de ça. Mais je voulais quand même dire pour ma défense que j'étais pas préparée à tout ça. La vie m'avait pas préparée à tout ça. Que j'étais déjà debout. Je continuais ma vie. Donc forcément, il y avait des anomalies en moi. Hein. Il fallait bien que je compense quelque part. Je sais pas, il y en a qui se seraient suicidés. Il y en a qui se seraient mis à boire ou goberaient des médicaments à tire-larigot. Et moi, j'avais fait le choix de continuer. Mais voilà, avec mes travers à moi. Le temps passait et quand le mois de septembre est arrivé, il y a eu un événement difficile pour moi, c'était la rentrée des classes. Quand on est arrivé ce jour-là, avec ma petite fille et mon petit garçon, il manquait quelqu'un à l'appel. Et là, je voyais tous ces gens me regarder et je voyais tous ces enfants et il m'en manquait un. Là, ça a été pour moi terrible et c'est vrai que depuis ce moment-là, les rentrées des classes pour moi n'ont plus jamais été les mêmes. Pour moi, il a toujours manqué une personne. Ça aussi, c'est très difficile le regard des autres. J'avais pourtant, là où on habitait, un regard bienveillant. Mais en même temps, je me disais, on passe pour des pauvres gens, quoi, qui n'ont vraiment pas de bol. Je voulais pas être en pitié, je voulais qu'on me regarde normalement, mais je sentais bien que les gens avaient un autre regard sur moi, sur nous. Après...
Le temps a passé, je continuais à aller travailler tous les week-ends. Mon mari voulait absolument un autre enfant. Moi, j'étais pas forcément prête. Mon corps n'était pas prêt, mon cœur n'était pas prêt. J'en avais envie, mais pas tout de suite. C'était comme si je chassais James. Je voulais surtout pas dans ma tête me dire je vais le remplacer. Il était hors de question pour moi de le remplacer. Il sera irremplaçable de toute façon. À partir de là, j'ai fini par céder et au mois d'octobre, fin octobre, je suis donc tombée enceinte de mon 4e enfant. J'étais mélangée entre joie et tristesse. Mais c'était quand même de la joie. Voilà, j'attendais la vie. On allait avoir un autre petit à la maison. On l'appelait bébé James, donc c'était notre petit dernier. Et là, du coup, ça allait pas le remplacer, mais ça allait redonner joie à tout le monde, à toute notre famille. Les enfants étaient contents. Bon, après, mon petit garçon avait du mal à comprendre que ce ne serait pas un compagnon de jeu. À l'époque, il avait hâte que cet enfant arrive pour pouvoir jouer avec lui, comme il le faisait avec James. Mais je lui ai dit, tu joueras avec lui, mais pas de la même manière, étant donné que là, tu seras le grand frère et qu'il y aura plus d'années d'écart. Et que tu ne pourras pas retrouver un compagnon de jeu comme tu l'avais avec James. C'était difficile pour lui de comprendre ça. Ensuite, bon, le premier trimestre s'est bien passé. J'allais travailler tous les week-ends. C'était difficile, hein, comme un début de grossesse. En plus d'être debout 12 heures par jour, même si c'était que 2 jours par semaine, c'était dur. Mais ça se faisait. À partir du 4e mois de grossesse, ça a commencé à être difficile. Parce que faut savoir que moi, de ma première grossesse jusqu'à la dernière, j'ai des problèmes d'éclampsie, de prééclampsie, d'hypertension artérielle. Malgré une prise en charge très bonne, j'avais des grossesses difficiles. Donc du coup, du mal à les amener jusqu'au terme. Donc, à partir du 4e mois, ça s'est avéré. J'ai eu des problèmes de grossesse avec un suivi du coup particulier, plus intensif. Et j'imagine bien que malgré tout, le stress, tout ça pesait aussi sur moi. Même si j'étais très heureuse d'être enceinte, mon esprit, mon cœur faisait que sûrement ça avait des répercussions sur moi. Et plus j'avançais dans la grossesse, plus c'était compliqué. Et voilà, donc du coup j'avais de l'hypertension, je devais me reposer, j'ai dû m'arrêter de travailler à 5 mois de grossesse. Ce qui a un peu compliqué notre situation étant donné que je travaillais depuis peu et n'avais pas eu assez de droits pour avoir droit à l'arrêt maladie ou au chômage. Donc on s'est retrouvé malheureusement dans une situation un petit peu compliquée financièrement. Mais bon, c'était comme ça, il n'y avait pas le choix. J'étais plus en état de travailler. Oui, j'ai dû arrêter à 5 mois et demi de grossesse. Et du coup, au fur et à mesure que la grossesse avançait, ça devenait compliqué. La tension ne baissait pas. J'avais le flux dans le cordon ombilical qui n'était pas bien maintenu, pas régulier à cause de l'hypertension. Mon bébé peinait et était petit. Il y avait voilà, un retard de croissance. Donc c'est vrai que ça rajoutait du stress également sur moi, sur le bébé. Mais dans l'immédiat, il n'y avait pas
Il n'y avait pas de gros soucis, hein. Les médecins n'étaient pas inquiets à ce stade de grossesse. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je ne vous cache pas que c'est fatigant, éprouvant pour moi de vous raconter tout ça. Il y aura donc une partie 2, je vous expliquerai la fin de ma grossesse et la suite, les événements qui se sont passés après, puisque mon petit garçon est décédé également. Mon 4e enfant qui s'appelait Stéphane est décédé. Mais ça, je vous expliquerai ça en détail dans la partie 2 dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne journée. J'espère vous revoir pour la partie 2. Si vous aviez des questions, parce que c'est difficile de condenser tout ce qu'on a vécu en si peu de temps, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir et j'espère vous retrouver très très vite pour la suite de mon histoire. Je vous embrasse les choupis, à bientôt.